Je m'appelle Romain Dumont, je suis anesthésiste. Je vais vous présenter un tout petit peu mon métier. Et on va essayer de rentrer un petit peu dans la gestion de crise un peu après sur le plan purement médical, dans ce domaine en fait qui est effectivement mon domaine professionnel. Ça, c'est une réflexion d'un monsieur qui s'appelle Patrick Lagadec. Et je suis de formation à Paris en ce moment chez lui pour devenir directeur médical de crise. Alors, vous voyez que c'est une thématique un peu actuelle. L'HAS et puis en fait au-dessus le ministère de la Santé développe ce qu'on appelle un plan blanc, enfin des directives en cas de plan blanc. Et une des fonctions qui va être développée, c'est celle d'avoir un directeur médical de crise pour venir seconder le directeur qui reste le directeur effectif quand on est confronté à ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire en fait par exemple typiquement un incendie avec un afflux massif de brûlés ou pourquoi pas des attentats type Bataclan et autres. Voilà. Donc depuis en tout cas tous ces événements qui sont planétaires et qui ont un impact jusqu'en Europe, il y a une vraie réflexion qui s'instaure et celle-ci est vraiment intéressante, c'est-à-dire que l'idée c'est vous, nous, en tant que personnes en capacité de réagir et formées et professionnelles au sein de nos établissements, comment est-ce qu'on va se former sur le plan culturel, sur le plan psychologique, pour pouvoir effectivement jouer notre rôle dans un univers qui est amené à forcément nous confronter un jour à une crise. Imaginez que vous allez, vous, dans votre métier, ne pas être confronté à une crise, à l'heure actuelle, dans l'univers qui est le nôtre, et vous avez déjà suffisamment d'expérience pour l'avoir vécu, c'est sans doute une erreur, et l'idée c'est comment se former à ça. Alors, ça passe comme ça. Ça, c'est... Ouais. Mon métier au quotidien, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est accueillir des patients au bloc opératoire des urgences. Donc, en fait, la particularité de mon boulot, c'est que je ne sais jamais ce que je fais le matin en me levant et que je découvre en arrivant s'il y a des patients qui sont déjà là ou qui sont programmés sur la journée. Et donc, moi, je fais connaissance avec des gens qui n'ont pas prévu de venir aux urgences et de se faire opérer. Donc, en fait, il y a des choses qui ne sont pas forcément très compliquées. Donc, vous voyez, ça, c'est pas trop sorcier. En pratique, on est soit cassé des os, soit du ventre, soit ce qu'on veut. Et puis, il va falloir qu'on soit opéré, donc dans des situations voilà, relativement urgentes quand même. Et donc, en revanche, la contrainte de mon métier, au quotidien, c'est d'essayer d'être en adéquation avec mes moyens qui sont limités et avoir des contraintes de temps. C'est-à-dire que opérer quelqu'un, c'est forcément avoir une contrainte horaire, une contrainte de temps. Ça dure tant de temps entre le moment où il rentre dans le bloc opératoire, qu'on fasse sa consultation, qu'on appréhende un petit peu la situation, l'environnement, quel danger, enfin quel risque en fait je vais être amené à prendre en charge. Quel chirurgien va intervenir, pour quel type de chirurgie, combien de temps ça va durer. Je n'ai pas énormément de salles et donc éventuellement je peux être amené à gérer d'autres types d'urgences qui sont... Voilà. Donc gérer tout ça demande quelques notions de management que vous connaissez en fait, qui sont relativement, alors qui ne sont pas forcément complètement similaires avec celles qu'on peut vivre, mais qui sont quand même relativement communes. Voilà. Gérer du temps, gérer des moyens et que ça soit en adéquation et qu'on puisse répondre à ce qu'on nous demande, ça fait partie du boulot. Et donc, l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir gérer ce genre de choses-là, tout en se laissant un petit pied de pilote, comme on dirait en navigation, pour pouvoir gérer l'imprévu. Alors, gérer l'imprévu, c'est ça. Gérer l'imprévu, c'est quand le SAMU appelle en disant, bah voilà, en fait, on n'est pas très loin de Nantes et on envoie des gens, là, un hélicoptère, le Dragon va chercher, on a un accident, un patient qui est incarcéré. Il n'est pas très en forme, et voilà son bilan. Voilà, l'hémodynamique n'est pas très bonne, la saturation n'est pas folle, il a besoin, on va l'intuber, il a très clairement une fracture du fémur, il a un ventre qui se défend, on pense qu'il a une rate sur la face écho. Bref, c'est du langage médical, mais en pratique, il nous donne déjà en fait un petit bilan et on sait qu'on va récupérer ce patient qui va être un patient instable. Instable pour nous, ça veut dire que potentiellement, si on ne met pas en place des thérapeutiques relativement rapides, son pronostic vital est potentiellement en danger. C'est la définition du polytraumatisé. Et quand on se percute en choc frontal à plus de 70 km/h, ça impacte des lésions sur l'organisme qui mettent par définition votre vie en danger. Et donc ces patients-là, on nous les amène. Et là, vous voyez que tout de suite, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est dans un bloc opératoire, donc ça, c'est effectivement l'endroit où je travaille. Et là, je vous ai dit qu'on a des contraintes en termes de temps, en termes de moyens humains aussi. Et vous voyez que là, en fait, tout de suite, il y a quand même beaucoup de monde autour. Et voilà, ça veut dire que gérer l'imprévu, et là c'est un peu une situation de crise, c'est zut, il arrive, mais j'ai lancé mes 3 salles, comment je fais? Il faut que je m'organise. Et donc évidemment, il faut que je puisse, il est hors de question que je dise moi ensuite au téléphone, bah, écoutez,
Je ne peux pas, mes salles d'opération sont pleines, aller donc voir à Rennes ou à Bordeaux ou ailleurs si c'est possible. Ce n'est pas possible, et c'est sur le périphérique nantais. Et notre mission de service public, c'est d'accueillir ce patient. Et évidemment, on ne va pas mettre en difficulté nos correspondants en face en leur disant « trouvez notre solution ». La solution, c'est nous, point. Voilà, ça fait partie en fait du premier article 1. On dit oui, et après, on se débrouille. Pardon. Et il faut qu'on se débrouille et que ça fonctionne. Et donc là, ça implique quelques contraintes aussi. C'est-à-dire que là, oui, si j'ai lancé mes salles, si j'ai un petit peu moins de... Si j'ai pas mon pied de pilote, ça va être un peu compliqué. Et puis, ce patient-là, quand il va arriver, moi, mon rôle, ça va être un rôle, quand on a un traumatisme, on appelle ça un trauma leader. Alors, on a récupéré ça de la terminologie anglo-saxonne, bien sûr, mais c'est eux qui ont beaucoup publié sur le sujet, notamment les Américains avec la guerre d'Irak au départ. Parce que, en fait, dans ces cas-là, on a un rôle d'équipe et on a un vrai rôle de management des forces en présence. Mon boulot, ça va être de récupérer ce patient qui n'est pas bien, qui est instable, de commencer des manœuvres de réanimation et de les coordonner. C'est-à-dire qu'en général, ce n'est pas moi qui les fais directement. C'est-à-dire qu'il y a un interne, il y a des infirmiers anesthésistes, il y a des aides-soignants, il y a une équipe autour. Et notre travail, c'est de prendre un peu de recul pour dire, bon, voilà comment on s'organise. Et en revanche, savoir où on va. L'objectif, c'est effectivement moi qui vais plutôt le fixer. On a souvent un collègue avec qui on peut, pourquoi pas en parler si on a des doutes ou si, parce qu'il faut savoir se remettre en question très vite sur ce genre de situation. Si on est convaincu qu'un patient a ça et qu'en fait il ne l'a pas, mais qu'on y tient mordicus et qu'on met en place des thérapeutiques et qu'on s'est planté, ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas toujours très heureuses. Donc l'idée, c'est d'effectivement aller vite, mais néanmoins, et d'assurer des fonctions de leadership qui sont parfois même de commandement. On pourrait en parler aussi. Mais on pourrait en tout cas s'en inspirer dans le domaine militaire, c'est sans doute intéressant. Et puis, pour se coordonner, pour être efficace. Voilà. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Alors après, l'idée, ce qu'on nous demande, c'est bien sûr d'essayer de travailler dans le calme. On sait que dans ces situations-là, on est un peu plus efficace quand on donne et qu'on responsabilise les gens et qu'on leur confie des missions, qu'on sait en fait de quoi ils sont capables et qu'on attend à peu près le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on sait qu'ils vont à peu près donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, si on perd son sang-froid, en général, ça ne fonctionne pas très très bien. Et donc, pour ça, en fait, pour essayer de garder son calme, alors il faut peut-être être flegmatique de nature, je le suis peut-être, hein, c'est possible, mais c'est pas mal d'avoir une équipe qui est entraînée. On fait bien régulièrement ce qu'on sait faire, c'est assez vrai, mais néanmoins, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut cloisonner forcément en fait, ce type de prise en charge à des gens qui savent faire que ça, et qui murent ça comme une spécificité, comme une compétence acquise. Parce que quand ils ne sont plus là, ces gens-là, ou quand ils sont en vacances, bah, ça devient compliqué. Donc il faut essayer d'avoir des procédures qui sont quand même communes, qui sont quand même partagées, qui sont facilement compréhensibles, et sur lesquelles en fait, on va essayer de travailler. Et ça, c'est hyper important. Et donc nous, ça c'est quelque chose en fait, qu'on commence à mettre de plus en plus en marche, en branle dans la médecine du XXIe siècle. La médecine qu'on va pratiquer maintenant et qu'on va pratiquer dans les 15 ans à venir, ça va être une médecine qui va être énormément basée aussi sur la simulation. Un interne, maintenant, alors ça fait quelques années que je ne le suis plus, mais je ne suis pas si vieux que ça quand même, mais donc maintenant, il y a 15 ans, on ne travaillait pas forcément sur des mannequins, sur l'apprentissage, sur la réalité 3D, etc. Maintenant, un interne, a fortiori s'il fait de la chirurgie ou des choses un peu techniques, dans son cursus, va énormément travailler sur la simulation pour s'entraîner et pas se retrouver dans le cas d'avoir à faire sur un patient pour la première fois une opération qu'il n'a jamais faite. Voilà, ce qui a été le cas dans ma génération et celle des anciens, je ne vous parle même pas. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement une équipe qui est entraînée, d'accord, très bien, et ça c'est intéressant, mais aussi de continuer à former des gens parce qu'il faut que le plus de gens soient formés, d'avoir des outils de communication qui sont des outils de communication extrêmement rapides. Si une infirmière me dit TQS positif, ça veut dire en fait que le patient est vacciné contre le tétanos, moi il faut que je l'entende et que je lui réponde que j'ai entendu le tétanos et qu'on le marque quelque part dans le dossier, parce qu'effectivement dans ces cas, l'information a été faite, je l'ai entendu, j'ai renvoyé, c'est bon, terminé. Développer des outils de communication rapide, ça veut dire aussi, comment est-ce qu'on s'organise, comment et tout, et de faire en sorte que cette communication passe par un timing assez rapide. On s'impose, par exemple, que ce patient soit stabilisé, on va essayer dans la demi-heure pour éventuellement partir ensuite au scanner, faire un bilan complet et savoir, dernière partie du boulot, comment coordonner les équipes chirurgicales et dans quel ordre. Parce que là, il est vraisemblablement quand même, sur le plan réanimatoire, c'est un patient qui a saigné, lui par exemple, donc c'est sûr qu'il va falloir qu'on le technique, donc ça veut dire
comment s'organiser à plusieurs pour qu'il ait les voies veineuses nécessaires, pour qu'on puisse commander du sang, pour qu'on puisse commencer la transfusion, pour qu'on sache d'où il saigne, qu'on stabilise, voilà. Et ensuite coordonner les équipes chirurgicales. S'il saigne d'un fémur, c'est pas la même chose que s'il saigne du rate, c'est pas les mêmes équipes chirurgicales. S'il a une fémur, s'il a une rate et en plus un traumatisme crânien, on va pas le stabiliser, on va pas le prendre en charge de la même manière. Donc tout ça implique de la réactivité, de la gestuelle et des outils avec des procédures, on va y revenir. Parce que faire des procédures là-dessus, ça nous permet de gagner du temps. Je vais vous donner un exemple de procédure. Par exemple, on a mis au point un système qui est un peu, un peu avec du retard hein, par rapport à d'autres CHU. Il n'y a rien de génial là-dedans. Hein. C'est des recommandations de procédures rapides, par exemple, de commande de produits sanguins. Si ce patient-là, on le récupère et qu'à l'évidence, il a perdu ce qu'on appelle une demi-masse sanguine parce qu'il a beaucoup saigné, donc il a saigné beaucoup, il va falloir qu'on le transfuse. Si moi, en tant que prescripteur, médecin, je dois m'occuper de la prescription, savoir combien, penser au calcium, enfin tout ce qui va avec, ben, je vais perdre du temps et potentiellement il y a des erreurs. Si en fait on établit un protocole avec l'EFS en disant tiens voilà j'ai besoin d'un pack transfusionnel et que l'EFS m'envoie uniquement parce que je l'ai envoyé et que je suis habilité à le faire du sang, des plaquettes, du plasma, du calcium, tout ce dont j'ai besoin et que derrière je donne ça à un infirmier que j'ai délégué en disant toi ta mission c'est la transfusion. Voilà. Bah, en pratique j'ai gagné en efficacité, j'ai gagné en rapidité parce que j'ai anticipé ça et on a mis en place un outil qui nous permet d'être un peu plus réactif. Alors pourquoi ça nous intéresse d'essayer de faire ça parce que l'idée c'est que maintenant il faut qu'on se prépare à un autre truc qui est donc ce qu'on appelle dans le cadre des plans blancs, les plans NOVI. Donc NOVI ça veut dire nombreuses victimes. Donc l'actualité, bah, voilà, vous la connaissez, c'est celle maintenant de gens qui sont extrêmement professionnels, qui vont utiliser des armes de guerre potentiellement et qui vont provoquer des attentats qui vont viser non seulement bien sûr à faire pas mal de blessés, mais à désorganiser complètement la réponse qu'il y a autour. C'est des objectifs stratégiques militaires en fait, auxquels nous, en tant que civils, on n'est pas du tout habitués. Mais c'est-à-dire que là maintenant, en Irak, si vous voulez être un peu malin et un peu énervant quand vous militez Al-Qaïda, vous prenez une ambulance, vous faites un premier attentat et ensuite vous prenez une ambulance piégée et vous allez faire sauter parce qu'on vous fait rentrer à l'hôpital dans lequel il y a tous les blessés. Voilà, et donc là, vous désorganisez complètement la réponse de soins qu'il y a pu y avoir autour. Et donc, du coup, en fait, c'est comme quand vous donnez un coup de pied dans la fourmilière. Ça, voilà, ça court partout et ça désorganise. Leur objectif, c'est ça. Nous, en tant que civils, on n'est pas du tout préparés à ça. C'est de la médecine de guerre, c'est de la médecine de traumato, c'est de l'afflux massif, c'est un peu compliqué. Donc, il a fallu vraiment qu'on réfléchisse beaucoup là-dessus et qu'on essaie d'apporter une réponse. Donc, en fait, la réponse d'avant, le jeune qui est arrivé là et qui est effectivement cassé de partout, ça va ressembler peu ou prou quand même à quelqu'un qui va potentiellement avoir une lésion traumatique après un blast ou une balle ou un truc comme ça. Le problème, c'est que s'il arrive tout seul, ça va, mais s'il arrive par vague de 20, 30, 40, 50, etc., là, ça devient extrêmement compliqué. Et ça vient mettre ma structure et ma capacité d'accueil fortement à l'épreuve. Je ne peux pas accueillir 40 patients d'un coup. Or, c'est comme ça que ça va se passer à Nantes si jamais on a un accident ou type Queen Mary. Vous avez une noria de blessés qui arrivent, dont certains, donc en UA, maintenant les journalistes se sont emparés des termes. Quand vous avez un accident, on vous parle d'UA et d'UR, urgence absolue, urgence relative. Vous avez 10 camions de pompiers ou de SAMU qui arrivent avec des UR et des UA, et potentiellement ces patients-là viennent directement dans votre bloc. Donc il faut s'organiser. Et ça, vous avez beau essayer d'anticiper les choses, vous avez beau avoir une équipe entraînée, vous avez beau, etc. Si vous n'avez pas un tout petit peu imaginé les choses, c'est la catastrophe. Parce que vous pouvez, dans ces cas-là, essayer de vous dire on est fort, tout va bien se passer, on va improviser. C'est juste pas vrai. C'est-à-dire que si demain, au bloc opératoire, on nous amène 10 patients d'un coup à opérer, on aura beau essayer d'être très fort et d'improviser, ça va pas bien se passer du tout, si ce n'est pas un tout petit peu réfléchi. Dans les situations d'entreprise, c'est à peu près la même chose. Alors l'autre solution, c'est effectivement dire il n'y a pas de crise. Bon, ok, on fait comme on peut, mais en général, ça ne se passe pas forcément très bien. Donc l'idée, c'est de travailler sur, nous en tout cas maintenant c'est véritablement ça, c'est de travailler, une des méthodes qui est utilisée, qui est recommandée, c'est véritablement de s'entraîner, de s'exercer à ça.
Donc ça doit partir déjà d'une vraie décision politique, c'est-à-dire que, et puis effective. Contre le choix du politique qui dit il faut qu'on soit fort en cas d'attentat, bon, c'est une très bonne chose, mais derrière, après, il y a un autre plan qui s'appelle l'administration, qui dit le politique m'a dit qu'il fallait qu'on soit fort en cas d'attentat, qui va se retourner ensuite sur les exécutifs, dont le soignant, en disant il faut qu'on soit... Bon, c'est très bien, mais néanmoins, ça nécessite vraiment des moyens. Donc au sein de l'hôpital, on s'est vraiment rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mettre en place une démarche pour essayer de s'améliorer, mais néanmoins, cette démarche, elle nécessite du temps, vraiment, beaucoup, et des moyens, avec des ingénieurs qualité, avec des gens qui connaissent bien le circuit, avec des gens qui peuvent faire du traitement de texte, du machin, etc. Parce que, pourquoi? Il faut qu'on essaye d'élaborer au minimum des procédures, le maximum, mais néanmoins intelligentes, effectives, qui vont venir améliorer le fonctionnement si jamais vraiment on doit passer la 5e et qu'on vient en surchauffe. Et c'est fondamental de les faire, ces procédures, pour qu'elles soient efficaces un 14 juillet, avec potentiellement un anesthésiste de garde qui vient d'être nommé assistant, et donc c'est la première garde de chef. Si moi, en tant que médecin un peu responsable de ce truc-là sur les urgences, ben, voilà, si on dit c'est forcément le docteur Dumont qui est là, le truc est foutu d'avance. Parce que le docteur Dumont, ça lui arrive de ne pas être à Nantes, de prendre des vacances aussi en famille, etc. Donc il faut établir des procédures qui soient partagées, qui soient efficaces, en fait. Donc on a établi des procédures réflexes où celui qui est en charge, on sait qu'on est parti simplement de constat. Une fois que si jamais il y a un truc, etc., au bout de combien de temps ils arrivent? Ah, ok, il y a un poste médical avancé, il y a les forces de police qui prennent, c'est un peu compliqué, mais donc ça veut dire qu'on a 1 heure pour s'organiser. Ok, en 1 heure, qu'est-ce qui peut se passer? Tac, tac, tac. On a établi des fiches. Et en pratique, celui qui est là, il n'a plus qu'à lire les trucs, cocher les petites croix, et à chaque fois qu'il fait ça, boum, il appuie sur un interrupteur, et ces interrupteurs génèrent eux-mêmes de l'action, et de la mise en place, et de l'organisation. Et faire ça, c'est absolument fondamental. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a établi ça, le premier truc qu'on a fait, c'est de les tester grandeur nature avec voilà, de la simulation. Et c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que ces procédures ne doivent pas être des procédures ancrées dans le marbre, parce que c'est forcément l'imprévu qui va vous tomber dessus. Ça n'a rien d'établir des trucs en disant est-ce que tu as bien la fiche technique qui dit qu'en fait il y a un accident avec 5 voitures sur le... Non, c'est pas ça, on s'en fout. L'idée c'est d'avoir établi des procédures pour être en capacité d'improviser et de rebondir. Et c'est ça qui est vraiment absolument fondamental. Et donc ces outils, ces procédures ne deviennent à terme que pour nous des outils de formation qui nous permettent de nous tester. Mais néanmoins, il faut avoir ce pied minimum là, de sécurité pour pouvoir être en capacité d'improviser. Si vous n'avez pas établi ça avant, ça ne va pas bien. Donc en fait, la méthodologie qu'on a faite, c'est véritable. Une fois qu'on a essayé de trouver un peu de temps et des moyens, c'est effectivement d'élaborer des scénarios en disant voilà, qu'est-ce qui est probable, le plus, ok, et de le tester. Et d'imaginer, en fait, de tout de suite identifier des points bloquants. Je suis confronté à ça, qu'est-ce qui se passe? Ils font ça, d'accord, ils arrivent. Ah oui, ils arrivent par 10. Mais est-ce qu'on a 10 boîtes de Laparo pour faire 10 chirurgies? Merde, on n'en a que 2. Bon, bah, faut racheter des boîtes de Laparo. S'ils arrivent et qu'il y a 2 Dupont, ah oui, l'identité, ok. Donc on a identifié comme ça, point par point, tout ce qui était potentiellement bloquant et extrêmement compliqué. Et évidemment, on s'est beaucoup servi des expériences des copains de Nice, de Paris, de Strasbourg, de tout ça. On témoignait de beaucoup de dysfonctionnements, de beaucoup de choses extraordinaires aussi, mais de beaucoup de dysfonctionnements aussi. Pour la petite histoire, le jour de l'attentat à Paris, en fait, ils avaient joué le matin même le même scénario. Donc en fait, quand ils ont rappelé sur la centrale des pompiers le soir, ils ont cru 2 minutes que c'était... comprenez pas, ils disaient on a fait l'exercice ce matin. Oui, mais là c'est pour de vrai. Voilà. Et donc, identifier des problèmes, mettre en place des solutions et tout de suite les tester. Parce que si vous ne les testez pas, en fait, ben, étonnamment, les solutions que vous avez imaginées en disant « je connais mon truc, j'ai la solution », en fait, elle ne marche pas. Donc, vous allez la tester en vrai et vous allez vous rendre compte que « ah oui, d'accord ». Et ça, en fait, depuis qu'on a initié cette démarche-là, on a vraiment l'impression d'un enfin, en tout cas d'un début de progrès, d'un début de prise en charge. Voilà, donc voilà ce que c'est. Donc ça, c'est un exercice, hein, c'est pas un vrai attentat. Donc ça, c'est des gens, par exemple, qui jouent voilà, un accident de voiture et qui vont du coup du pré-hospitalier jusqu'à l'hospitalier venir être testés. Donc chacun dans sa partie va dire, bah, voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas. Et la fois d'après, du coup, on s'est encore amélioré. Et puis le jour où on a un truc qui ressemble peu ou prou à ça, bah, on n'y répond plus de la même manière. On y répond de manière plus adaptée, plus cohérente, plus efficace, plus pertinente. Voilà ce que c'est que pour moi, en tout cas, la situation de crise d'un point de vue médical. Et je vous laisse la parole à un deuxième intervenant. Après deux citations intéressantes, celle-là, effectivement, me plaît particulièrement. Voilà, je vous remercie. Ciao.